Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse, ce matin, c'est avec Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République, Olivier Adia, afripresse.info, Thierry Afanokoué, Gapola.net et Jean-Paul Agbo, arrêté du journal Focus Info. Comme depuis une semaine, nous traitons des multiples facettes des politiques publiques, surtout le côté social, le travail, le chômage et tout ce qui va avec. Le chômage au Togo est-il synonyme aujourd'hui de l'échec des politiques sociales du gouvernement de Faure Gnassingbé? On relancera le débat. On parlera aussi politique où ça coincerait toujours à la troisième réunion du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO s'est réunie à Conakry ces dernières heures. On n'a pas encore tous les éléments, mais on posera simplement une question. Est-ce que la sortie de crise est toujours d'actualité? J'interrogerai mes confrères sur le sujet. Bienvenue. Retour en studio avec mes confrères, le grand citoyen d'État Tchakala Alirou. Tchakala, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État Saint-Ric, et bonjour à toutes les grandes citoyennes d'État et à tous les grands citoyens d'État. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, Jean-Paul Agbo. Bonjour, Eric. Vous allez bien? Très bien, merci. Et on va commencer avec ce sujet qui intéresse depuis quelque temps nos concitoyens, la question sociale et le problème du chômage dans notre pays. La question ce matin, on veut la poser simplement. Est-ce que ce qu'on observe depuis quelque temps dans notre pays, avec le chômage, le récent concours lancé, le non-togolais qui se sont quand même rués vers donc l'autorité qui organise ce concours, est-ce que c'est symptomatique de l'échec d'une politique sociale qui ne fonctionne pas en réalité? Je veux dire, Tchakala. Non, le cliché il est clair et puis c'est expressif. On n'a pas besoin de chercher ceux-là qui savent lire dans les boules de cristal pour se rendre à l'évidence que ça a échoué à tous les niveaux. Quand on parle de la politique de l'emploi, c'est un patent échec. Tous les jours que le bon Dieu fait, à partir du moment où ce sont les vieux qui sont toujours actifs et les jeunes qui sont au chômage, là on comprend. Les retraités, leur place c'est le repos. Mais malheureusement au Togo, les retraités sont très actifs et ceux qui sont censés boulotter, apporter du sang neuf à l'administration, soit ils se contentent du gardiennage où ils sont traités moins que des esclaves. Ou, bon, c'est le taxi-moto et la conduite de taxi-moto. Donc, c'est le vécu quotidien. Donc, il ne faut pas s'attendre à une embellie quand on ne changera pas la façon de gérer un peu le flot de diplômés que nos universités publiques et privées crachent tout le temps sur le marché de l'emploi. Donc, sur le plan de l'emploi, je peux dire que c'est le zéro pointé, ça ne va pas. Le dernier concours, avec toutes les images qui nous sont parvenues, nous montre à suffisance que sur cet aspect, beaucoup reste encore à faire. Parce que quand on voit un peu ce qui se fait ailleurs, chaque fin d'année, quand les chefs d'État veulent dresser les bilans dans leur pays, des actions menées dans leurs différents pays, on dit que cette année, on a créé tel nombre d'emplois, on a fait ici avec des chiffres clairs et nets, des chiffres qui ne souffriraient d'aucune contestation. Mais au Togo, on n'a jamais fait cas de telle situation. Et au-delà de tout, il faut aussi revoir cette histoire de volontariat. C'est ça qui est venu quand même annihiler toute dynamique de recrutement. Les jeunes qui sortent n'ont pas de plan de carrière. Alors que vous savez que vous avez tel diplôme, il y a tel concours, vous allez à ce concours, bon, et si ça marche... Sur le sujet du volontariat, on en a parlé abondamment et tout le monde sait aujourd'hui que le volontariat, c'est du volontariat. Non, le volontariat, c'est du volontariat à partir du moment où on en fait. Non, laissez-moi, je suis en train de développer. Laissez-moi aller. Il faut être clair, il ne faut pas embrouiller. Non, je n'embrouille personne. Non, Eric, vous me décevez. Je n'embrouille personne. Non, si, laissez-moi aller dans ma... Non. Là, si vous allez me couper la parole comme ça, je suis désolé. Non, je vous coupe pas la parole. C'est un constat que j'ai fait. Le volontariat, on connaît un peu le contour du volontariat. Mais quand on en fait du volontariat quelque chose qui
consacre un certain échec à un niveau, il faudrait que nous ayons quand même la hauteur de le clamer. Le volontariat, qu'est-ce que ça a apporté? Si tant est que le volontariat marche, vous verrez les clichés que nous avions vus la dernière fois au dernier concours, vous verrez cela. Les gens qui sortent des établissements, qui sortent nantis de diplôme, et la seule chose qu'on trouve à leur donner, c'est le volontariat. On prend. On est obligé de prendre à partir du moment où il n'y a aucune alternative. Il n'y a même pas de mieux. On le fait et quand vous prenez goût, 5 ou 6 ans après, on vous dit que bon, c'est fini le contrat et vous retombez dans la douleur du chômage. Donc c'est ça. Donc il faudrait qu'on parle de 6. Quand certaines fois on fait le bilan, on nous dresse des bilans et qu'on parle de tel nombre de jeunes qui ont été embauchés pour le volontariat, je dis que ça ne fait pas sérieux pour un pays qui a de grandes ambitions sociales. Jean-Paul Lagbo, merci d'être là. Bonjour Thierry Afanoukoui, je vous donne la parole tout à l'heure. Bonjour Eric et bonjour à tous. Bonjour Olivier Aga. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous. Jean-Paul, est-ce que vous avez vous aussi, c'est vrai qu'on évoque le sujet du chômage et le chômage ne touche pas que le Togo. Le chômage c'est un problème, c'est un phénomène général qui touche bon nombre de pays africains, même les pays européens ne sont pas épargnés. Mais est-ce que le cas togolais est dramatique aujourd'hui? Ou s'il n'est pas dramatique finalement? Non, c'est vrai que en tant que Togolais, on doit commencer par battre notre propre coupe avant de nous intéresser à ce qui se passe ailleurs. Mais en même temps, tu l'as dit, je crois que la question du chômage est une question générale, c'est une question mondiale, effectivement, qui touche tous les pays au-delà de tous les continents. Je me rappelle bien de cette phrase de Margaret Thatcher, qui avait été interpellée alors qu'elle était Premier ministre sur la question du chômage, alors que sous elle, le chômage a plutôt globalement baissé, même si on a considéré que c'était des emplois, c'était pas des emplois de qualité, entre guillemets, où elle disait en gros que effectivement, s'il y avait une solution miracle pour donner de l'emploi à tout le monde, elle aurait adopté. Donc, encore une fois, c'est un problème général qui a beaucoup de comment, qui peut être expliqué par beaucoup de facteurs selon les pays. Moi, je pense que dans notre pays, fondamentalement, le problème au-delà du débat qu'on peut avoir sur telle ou telle politique, telle option du gouvernement, je crois qu'il y a un problème fondamental dont on ne parle pas suffisamment assez, c'est l'adéquation entre l'emploi et la formation et l'emploi. Je crois qu'on est dans un système, j'allais dire francophone ou colonial, où on forme des gens, des universitaires, on forme beaucoup de gens dans beaucoup de filières qui en réalité sont, excusez-moi, et que ceux qui suivent ces filières m'excusent, sont des usines à fabriquer du chômeur. Aujourd'hui, encore une fois, qui m'en excuse, je ne suis pas convaincu que ceux qui sont dans des filières genre sociologie, anthropologie, etc., ont beaucoup de chances demain de trouver un emploi. Je ne suis pas sûr dans ce studio que nous conseillerions à nos enfants d'embrasser cette filière-là, sauf à intégrer le fait que ils ont plus de chances d'être chômeurs que ceux qui font, par exemple, une école d'ingénieurs, ceux qui font l'agronomie, ceux qui sont dans les télécoms, ceux qui font de l'informatique, qui sont des métiers d'avenir. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choix. Ça aussi, ça fait partie de la responsabilité de l'État, hein, de faire en sorte qu'il y ait une adéquation, de promouvoir certaines filières plutôt que d'autres, et de savoir de quel métier notre pays a besoin aujourd'hui et après-demain. Il y a un double langage au niveau du gouvernement. On a créé une institution qui parle de ça, adéquation, formation, emploi, et à longueur d'année, on ne fait que chanter ça, mais dans la réalité, on ne crée jamais de conditions pour que les Togolais qui ont envie de travailler puissent avoir accès au travail à travers la formation à la base. Oui, c'est ce que je dis. Je dis que il incombe au gouvernement de mettre en place cette adéquation. C'est d'abord de la responsabilité du gouvernement, y compris en mettant en place des structures qui accompagnent les étudiants dans leur choix de
dans leur choix d'études et plus tard dans leur choix de carrière. Donc, vous savez, dans notre pays, beaucoup font le choix de cœur au lieu de raison. On va à l'université où on veut avocat. Non, avocat, c'est une profession libérale. Oui, bon, c'est une profession libérale. Si vous voulez un emploi salarié, je crois qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont plus porteurs que d'autres. Ça, c'est le premier point, l'adéquation. Et puis, la question de la formation professionnelle. Si vous avez des pays comme l'Allemagne qui sont en avance sur la question de l'emploi, du chômage, etc., sur d'autres pays comme la France, c'est parce que, peut-être aussi le Ghana, des pays peut-être anglophones, c'est parce que ces pays ont fait le choix de promouvoir la formation professionnelle. Dans notre pays, dans nos pays francophones, c'est considéré comme des ratés sociaux. C'est-à-dire que pour tout le monde, on doit faire le CEPD, le brevet, le probatoire, le bac, aller à l'université, avoir un master et tout ça, se mettre en costume et s'installer dans un bureau climatisé. Dans les pays anglophones, germanophones, non. On fait la promotion aussi de la formation professionnelle. Tout le monde ne peut pas faire de longues études. Être mécanicien n'est pas un seul. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Mécanicien, parce que c'est des métiers dont on a besoin au quotidien. Aujourd'hui, à l'heure où les voitures sont bourrées d'électronique et de technologie, il n'est pas normal qu'on ait encore des mécaniciens qui, excusez-moi peut-être, ne savent pas ni lire ni écrire, ou n'ont pas de scanner et tout ça. On est loin de la pure mécanique, il faut passer à d'autres choses. Donc, il faut qu'on fasse aussi la promotion de la formation professionnelle à travers des écoles qui forment au métier de mécanicien, au métier de menuisier, au métier de peintre, etc. C'est l'ensemble de ce genre de choses qui va créer les conditions de résorption. Parce que, encore une fois, la fonction publique n'en a même pas les moyens, ne peut pas absorber tout ça. Et on va peut-être en parler aussi, le climat des affaires. Oui, on va revenir privé qui crée aussi des employés. Les emplois ne sont accessibles que lorsqu'on en a. On va revenir tout à l'heure à sur le Dream Business avec le vent de 19 places que le Togo a fait et qui crée de l'hystérie, on va dire, dans plusieurs états-majors. Thierry, quand on aura écouté ça, Tchakala Alirou, Jean-Paul Ago sur le sujet, à qui la faute aujourd'hui? Aux Togolais qui ont choisi d'aller à l'école? Non, je ne crois pas que la faute est aux Togolais qui ont choisi d'aller à l'école. La faute, quelque part, provient donc de l'État. Vous savez, ça fait plus de 10 ans que... Excusez-moi, mais hier, nous avons écouté des Togolais qui nous ont appelés. Ben, à cette allure, c'est pas la peine d'aller à l'école. Vous allez apprendre un métier directement et vous avez accès à l'emploi. Non, je crois que Jean-Paul a recommandé ou bien a suggéré à ce qu'on puisse faire la promotion de la formation professionnelle. Malheureusement, c'est la voie indiquée, mais chez nous au Togo, on a constaté depuis quelques années qu'on est en train de fermer ces filières-là qui forment dans ce domaine. Les lycées techniques, on a combien on en a à Dido Gomer, à Sokodé, je crois, à Dapon, voilà. Mais malheureusement, on ferme aussi des filières dans ces lycées techniques-là. Donc vous voyez que, voilà, donc vous voyez que la population ou la jeunesse ne se retrouve pas. Tchakala a touché du doigt le problème de volontariat. Je reviens là-dessus parce que ce projet-là, ça engloutit des milliards. Et ces milliards-là, on pourrait les réorienter dans d'autres secteurs pourvoyeurs d'emploi. Et on allait consommer tous ces jeunes-là, tous ces chômeurs-là que nous avons aujourd'hui. Pour moi, quand Fogna Singbe plaçait son 3e mandat sous le sceau du social, je croyais que il y aura une véritable politique d'emploi, d'embauche des jeunes. Mais 2 ans ou 3 ans après, ce n'est pas le cas. L'exemple est là avec ce concours-là dans le domaine de l'enseignement. Et vous avez vu par après même, le gouvernement ou le ministère s'est rétracté en disant que voilà, c'est un concours destiné à une catégorie donnée. Donc, c'est un véritable problème. Maintenant, concernant
Et la formation, comme Jean-Paul l'a dit, que les gens doivent choisir des filières gagnantes ou pourvoyeurs d'emploi, je crois qu'il y a un problème d'orientation. Parce que après l'obtention du bac ou même du BEPC, si on a une véritable direction d'orientation, ça pourrait orienter... Oui, non, hein? L'orientation, si on le fait comment? C'est-à-dire qu'on voit votre bulletin, vous êtes très bon en mathématiques, vous êtes mauvais, par exemple, je ne sais pas quoi, et on vous dit, bon, quand vous avez 19 sur 20 en mathématiques, à l'université, allez faire de mathématiques. Et ça ne marche pas forcément tous les temps. Donc, il y a un réel problème. Le gouvernement doit revoir les copies rapidement pour permettre aux jeunes de s'occuper et je crois on va revenir là-dessus. Il y a le secteur privé qui crée de l'emploi. Au Togo, ce n'est pas ça, ou encore les emplois existants existants au niveau du secteur privé, les gens sont sous-employés ou sous-exploités. Donc c'est tout un débat. Il faudrait qu'on puisse trouver le juste milieu pour permettre aux Togolais de bien vivre. Olivier, quelle est votre appréciation quand même de ce problème du chômage? C'est vrai qu'on parle beaucoup du chômage chez nous au Togo et tout le monde en parle depuis quelques jours avec cette affaire de concours dans l'enseignement, mais on oublie le côté sous-emploi parce que chez nous, il semble qu'il y a beaucoup qui sont sous-employés. Oui, non, mais vous savez, la question du chômage ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être qu'on a l'impression que aujourd'hui on se rend compte que... Non, mais il y a eu ce truc qui a quand même bien sûr, le débat. Oui, je suis d'accord avec vous, mais soyons sérieux, la question du chômage dans les pays africains est une question qui n'est pas encore résolue et même qui n'est pas encore abordée par les politiques. C'est une évidence, parce que quand moi je vois en France et dans d'autres pays, c'est le taux de chômage qui détermine, voilà la popularité d'un dirigeant, d'un chef d'État. Si on prend le cas de François Hollande, je crois que c'est la question du chômage totalement qui l'a empêché donc de se représenter. Mais en Afrique, dites-moi sérieusement, combien de pays, dans combien de pays cette question-là est abordée de cette façon? Et qui choque les autorités. Et qui est un élément déterminant donc du choix ou du moins du soutien populaire que les citoyens accordent à leurs dirigeants. Ça n'existe pratiquement pas, aucun pays. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui fait dire à certains qu'un régime qui ne donne pas de l'emploi à ses enfants, par exemple, où des gens ont de la peine à manger 2 fois par jour, et que ce même pouvoir gagne toutes les fois, on se pose aussi des questions. Non, vous avez raison, parfaitement, mais ceux qui viendront avant ou après cela ne feront pas mieux dans cette question. Je dis qu'en Afrique, la question... C'est ça que je m'explique. Je dis en Afrique, la question du chômage n'est même pas abordée. Par ni les anciens opposants qui sont arrivés au pouvoir en Guinée, ni ceux qui étaient au pouvoir qui vont revenir, ils ne poseront jamais, ils ne s'attaqueront jamais à la question. Je ne sais pas si c'est dans notre culture où on a plus de préoccupations que ça. Mais... Où te faire des faits. Je ne sais pas, parce que tous les pays ne peuvent pas s'asseoir pour dire, bon, on ne s'attaque pas à la question du chômage. On ne peut pas dire ça, mais moi, c'est un constat que je fais. En Afrique, la question du chômage n'est pas abordée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être aider les gens donc, à s'occuper? Parce qu'il y a peut-être 2 ou 3 solutions. Un, c'est le taux d'emploi. Mais encore qu'il faut l'environnement. Il faut créer, que les pouvoirs créent l'environnement pour l'éclosion donc des futurs entrepreneurs. De 2, c'est qu'il y a, on a parlé de l'adéquation de, comment dire là, de la formation à l'emploi. Aujourd'hui, dans notre pays, ce n'est qu'un mot, ce sont des discours. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que les réformes même de notre système éducatif, et ça date de combien d'années? Et l'université, 1975. Voilà. Donc, lorsqu'on ne réforme pas le système, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à la question de l'emploi? En Europe ou dans certains pays développés, chaque ministre qui arrive a une réforme donc sous la main qu'il propose. Mais ici... Aujourd'hui en France, c'est Jean-Michel. Oui, c'est-à-dire on n'a quasiment pas de réforme. Donc, c'est partant, c'est que la question du chômage et de l'emploi n'intéresse pas trop nos dirigeants. Chakala Aliro.
Oui, si j'ai bonne mémoire, quand on était encore au lycée dans les années 90 par là, il y avait des délégations qui sillonnaient presque tous les établissements pour nous faire part du fait que les séries littéraires ne sont plus d'actualité, qu'il faut changer. On avait été traumatisés, ça fait beaucoup là. Mais ça n'a pas empêché vous. J'ai fait ma littérature et j'assume mon choix aujourd'hui. Mais ces gens-là, où on nous disait que non, c'est la série C, c'est la série qui était d'actualité. Qu'est-ce que ces gens-là ont pu réaliser jusqu'à ce jour? Quand vous prenez certains mêmes ponts à réaliser, il faut recourir à l'expertise occidentale. Hein, c'est les mêmes, soi-disant coopérants qui viennent toujours. Est-ce que le Togolais a pu fabriquer un stylo à billes un jour? Ces gens-là, comme vous avez dit que non, ce sont eux qui sont à la page et que vous, la littérature, qu'on en a tellement créé. Alors que quand vous prenez un peu le cas togolais, les littéraires, quand même, ont pu réaliser de grandes choses. Et on voit des avocats chevronnés, on voit des gens quand même qui arrivent à marquer leur territoire. Mais quand on prend ceux-là, qui ont quand même opté pour la série scientifique, bon, c'est pas encore évident. Et entre-temps, la coopération allemande aussi faisait de très grandes choses. Quand vous prenez le centre de formation professionnelle là, oui. Mais c'était bien outillé. Mais depuis que, bon, au regard de nos turpitudes, les Allemands n'ont plus investi dans l'enseignement professionnel, c'est des structures qui se meurent. Quand vous prenez les crêtes SP et consorts là, ce n'est plus ça. Quand vous allez vous visiter les ateliers, c'est des trucs datant d'une autre époque que vous verrez là-bas. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas à la page. Maintenant, pour ce qui est aussi de ce flot qui grossit par rapport au chemin dont on fait cas, des gens qui partent à la retraite et dans les couloirs, ils passent pour se faire donner de petits contrats de 6 mois, on en a jusqu'à une dizaine d'années, alors que cette place-là est censée être occupée par quelqu'un. Vous voyez un peu, les vieux qui doivent se reposer pour avoir mouillé le maillot, pour avoir sué eau et sang pour la mère patrie qu'est le Togo, ce sont les mêmes. Nous, on était encore au biberon quand certains étaient déjà des fonctionnaires. Mais quand vous sillonnez un peu l'administration togolaise, quand vous prenez d'assaut certains couloirs de nos services, vous verrez encore ces gens-là que nous avions connus quand on était petits. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de date de départ à la retraite. C'est nos limites, ils continuent. C'est comme si sans eux, l'administration cesserait d'exister. Donc, surtout, le côté politique aussi est mis au devant. Quand vous voyez quelqu'un très agité politiquement, quelqu'un qui dit que non, tout le système de parti repose sur lui, ce type-là ne se donne plus de limites. Il pense que il doit aller jusqu'au bout. Même à 100 ans, son expertise est toujours d'actualité. Donc, vous conviendrez avec moi que quand ça se passe comme ça, on ne peut pas espérer quelque chose de bon. Le social, c'est un échec. C'est le lien qui devrait unir les hommes. Mais quand on vient à ne pas accorder une certaine importance au social, je me dis que on est en train de 13 ans que le chef de l'État, en tout cas au moins depuis 2015, qui nous a dit que le mandat là, c'est sur le sol social. Thierry l'évoquait tout à l'heure. Mais si on ne fera pas son bilan avant l'heure quand même, mais quand on jette un regard sur ce qui a été fait depuis 2005, on dira quoi? C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je m'écrirai que c'est la catastrophe. Nous vivons les faits. C'est là, c'est clair et net. C'est la catastrophe. Quand vous prenez, c'est sous ce mandat clamé être social, que vous verrez les mouvements au niveau de nos universités, que vous verrez les enseignants donner la voix pour... Oui, mais entre-temps, ils ont donné la voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est cyclique. À un moment, bon, on leur donne ce qui a donné une partie, on fait des promesses et on ne tient jamais ces promesses. Quand vous prenez un peu au niveau de nos centres sociaux, c'est sous ce mandat social qu'on a constaté que nos différents centres de santé ont été secoués par des grèves. Donc, ça veut dire que on n'a pas appréhendé l'ampleur de ce qu'on a voulu faire. Et on s'est lancé dedans parce qu'à l'époque, il faut griser certains petits esprits en disant que non, nous allons nous imposer dans le social, on va faire ci et ça, alors que c'est aussi considérable. Est-ce que on a mis les moyens, et si d'ailleurs on a mis les moyens à un certain niveau, quand vous prenez le développement à la base, les projets, on en a créé. À aucun moment, ceux qui sont censés mettre en œuvre ces projets-là ne se sont plaints qu'on n'a pas mis les moyens à leur disposition. Pourquoi ça ne marche pas? Non, on continue, on se lance. Demain, c'est des projets jumeaux. Aujourd'hui, c'est tel programme de tant. Demain,
Parce que, voyant le chèque arriver, on change. On ne prend pas soin de faire un état des lieux de ce que nous avions eu à gérer antérieurement. Donc, on lance une autre dynamique qui, ma foi aussi, n'est pas bordeuse d'espoir. On va continuer d'en parler tout à l'heure, dans 1 minute environ après la pause publicitaire. Bonjour en studio avec mes confrères Chakala Aliro, Olivier Adia, Jean-Paul Agbo et Thierry Afanokwe. Jean-Paul, aujourd'hui, dans le contexte togolais aujourd'hui, est-ce qu'on peut réorienter le débat là? C'est-à-dire que la jeunesse parle de l'emploi. De l'emploi qu'elle n'a pas. Peut-être parce qu'elle n'est pas formée, peut-être parce qu'elle est incompétente, parce que j'ai écouté des gens ici dire que, parce que les gens ne sont pas compétents, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de l'emploi. Mais le problème demeure sur les tapis. Et les gouvernants ne cessent de multiplier chaque jour que Dieu fait des projets en réalité qui ne vont pas jusqu'au bout. La preuve, on a encore inventé un truc, le PND. Non, je pense qu'il faut pas caricaturer ou regarder tout ça avec beaucoup d'ironie, parce que un gouvernement essaye. Il ne réussit pas toujours comme dans tous les pays, essaye. Certaines initiatives marchent, d'autres ne marchent pas, il faut en tirer... Mais en même temps, excusez-moi, mais on n'élit pas un gouvernement pour essayer. On élit un gouvernement pour régler des problèmes. Oui, pour régler des problèmes, on essaye de régler des problèmes. On ne réussit pas toujours. Il n'y a pas de... Sur certaines choses, il n'y a pas de solution miracle. Sinon, ça se saurait. Chaque gouvernement dans tous les pays du monde prendra la solution miracle. Et puis, pourquoi en France, le taux de chômage est à 10% et en Allemagne c'est à 3%? Pourquoi les Français ne vont pas chercher la solution miracle chez les Allemands? Pourquoi les Allemands ne vont pas prendre la solution miracle chez les Chinois pour avoir une croissance plus élevée? Ça veut dire que il n'y a pas de solution miracle. Il y a des contingences particulières à chaque pays, il y a des réalités particulières à chaque pays et chacun essaye. Ça ne dédouane pas les gouvernants de leur obligation de résultat sur certaines choses. On ne leur demande pas de réussir à 100%, mais on leur demande de réussir au minimum et surtout d'essayer, parce qu'un gouvernement qui sera caractérisé par l'immobilisme, parce que vous parlez de PNB. Olivier disait qu'ils s'en foutent, les gouvernants. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'ils s'en foutent. Il n'y a rien qui peut faire également. Non, on peut pas. Le problème. Non, tu viens de citer un certain nombre d'initiatives. Oui. Tu en as conclu qu'elles n'ont pas été heureuses. Ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de faire quelque chose. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de personnalités d'hommes politiques qui se lèvent le matin, qui se disent on n'a rien à foutre des gens et puis on fait rien. Non. Les gens que moi je connais, ils essayent. Ils ne réussissent pas toujours, mais on ne peut pas dire, que ce soit au Togo ou ailleurs, on ne peut pas dire que tous les hommes politiques ou tous les dirigeants du monde s'en foutent. C'est l'opinion que peut avoir justement le peuple ou une partie du peuple parce qu'elle souffre. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'essayent pas. Il y a des choses qui sont faites. Peut-être il faut en tirer les leçons et en faire des bilans. On se moque du PND, mais le Togo n'est pas le seul. J'ai expliqué ici que un pays a une vision et met en place un certain nombre de choses pour réussir ces lieux de... Ce que je voulais dire surtout, on a parlé de l'adéquation, on a parlé de la question de la formation, mais tout ça, encore une fois, je suis d'accord là-dessus, incombe d'abord au gouvernement. Si on ne crée pas suffisamment, parce que le problème c'est qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois. Quand j'entends Chakala parler, ça me confirme ce que je dis, c'est que encore dans notre subconscient, on a l'impression que c'est le gouvernement qui doit créer les emplois en fait. Quand il parle de les vieux qui sont restés, les jeunes, mais il n'y a pas que dans la fonction publique c'est 50 000, 60 000 personnes, mais tout le reste à absorber en fait c'est le privé. Donc en fait, le gouvernement doit créer les conditions pour que le secteur privé recrute. Et il doit créer les conditions pour que les gens, tu parlais des gens pas formés suffisamment, pour que les gens soient bien formés, mieux formés et qu'ils aient des formations en adéquation. On a un port en eau profonde. On dit que c'est l'un des plus grands ports de la sous-région. Est-ce qu'on forme suffisamment les gens pour sur les métiers portuaires? Je sais qu'il y a une école qui vient d'ouvrir, mais est-ce qu'on forme suffisamment sur ces métiers? On a un centre d'affaires où il y a beaucoup de banques qui sont installées. Est-ce qu'on forme suffisamment de gens pour travailler dans ces institutions-là? C'est des questions où on veut être
le hub logistique. Est-ce qu'il y a des écoles de logistique dans notre pays? C'est cette réflexion-là que l'État doit mener pour résorber le chemin. Je ne crois pas... Moi, que dans notre pays, il n'y a personne qui parle. Les intellectuels, ceux qui doivent aussi alimenter les débats, ils n'existent pas. Moi, je n'irai pas jusqu'aux intellectuels. On a un débat public pauvre qui se limite aux questions politiques institutionnelles, réforme constitutionnelle, institutionnelle, depuis que moi je participe à ce... On ne parle que de ça. Il n'y a jamais de débat public sur des questions du chômage, de l'emploi, de l'agriculture. On n'en parle pas. Et certains sont convaincus que tout ça, on n'en a pas à débattre parce que ceux qui sont là ne veulent pas partir. Dès qu'ils partiront, comme un coup de baguette, tout ça va être résolu. Le Bénin... Non, c'est pas... Peut-être ça va être résolu, mais ça ne suffira pas. Le Bénin a connu plusieurs alternances, ça n'a pas résolu le problème de chômage. Donc les hommes politiques, on doit avoir un débat, y compris, on parle de l'emploi, de l'adéquation, avec les enseignants. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit être dans un système éducatif qui date de Mathusalem? Est-ce qu'on ne doit pas adapter ce système éducatif à la réalité d'aujourd'hui? Ça, c'est des questions, c'est des débats qui doivent être ouverts dans le pays sur ces sujets-là. Oui, finissez. Non, je voulais finir sur la question de l'emploi des jeunes. Oui. On l'a dit, c'est mal formé et tout ça. Et le problème, c'est que la plupart des jeunes qui arrivent sur le marché sont en concurrence avec des gens qui ont déjà de l'expérience. Je ne parle pas encore une fois de la fonction publique. Non, je parle du secteur privé. Ils sont peu formés. Et donc, en face de la concurrence, souvent, et ce n'est pas le cas, c'est pas le cas particulier au Togo, la plupart, une bonne partie des emplois qui sont créés sont captés par des gens âgés, enfin, des gens qui ont plus de 25 ans. Et sur la question de statistiques, c'est parce que dans nos pays, il n'y a pas la plupart des emplois, en fait, c'est dans l'informel. C'est-à-dire que ce n'est pas des emplois déclarés. En Afrique de l'Ouest, c'est 92% des emplois qui sont dans l'informel. Donc, vous ne pouvez pas avoir de statistiques sérieuses. Parce que quand on vous donne les statistiques de l'emploi dans nos pays, c'est ridicule. On a un taux de chômage, enfin, en Afrique subsaharienne de 7%. Est-ce que réellement quelqu'un peut penser que c'est ce taux? Je ferai sur la question de volontariat, si tu le permets. On en a parlé ici la dernière fois. Le volontariat, en tout cas, c'est pas, le Togo n'a pas inventé la roue. C'est pas le Togo qui a inventé le volontariat. C'est venu de l'extérieur, même dans les pays occidentaux. On fait du copier-coller ou quoi? Non, c'est pour dire que, encore une fois, ce n'est pas de l'emploi. Vous savez, lorsqu'il y a une forte demande d'emploi et encore une fois, on essaie de créer des choses, il y a toujours des choses. Il y a eu les emplois jeunes en France, ça a été combattu, critiqué, etc. Encore une fois, c'est juste pour donner de l'expérience aux jeunes, pour qu'ils ne restent pas à la maison et pour qu'ils soient plus compétitifs sur le marché. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment dit aux volontaires, mais je pense qu'il est important de le préciser. Alors, le travail de la jeunesse, il est très important aujourd'hui. Elle se plaint, cette jeunesse, tous les jours que Dieu fait. Alors, comment est-ce qu'il faut résoudre le problème? Il faut former les jeunes, c'est ça? Il faut leur trouver du travail à faire. Oui, il faut leur trouver du travail à faire. Les former, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de l'enseignement. Oui. Le chef de l'État dans ce pays, on était là quand il nous a dit qu'il va quand même faire les états généraux de l'éducation et de la santé. Et depuis qu'il a promis changer l'enseignement, peut-être pour l'adapter aux normes aujourd'hui, il n'a pas fait. Est-ce que tout ne revient pas à lui à la fin, Thierry? Oui, mais vous savez que le chef de l'État, il a la volonté d'avancer ou de repositionner notre pays, sauf que le politique, le fait qu'on ne trouve pas de solution aux problèmes politiques que nous avons dans ce pays, ça fait que... Non, est-ce que ce pas des choses bien différentes? Non, c'est lié. Parce que quand il fait les annonces, quelque temps après, il se rétracte, ou bien d'autres problèmes surgissent, d'autres politiques, ça fait que il oublie ce qu'il a promis. Non, il y a des exemples. Les exemples sont les gens. Vous vous rappelez de ce forum-là présidentiel pour la jeunesse? Oui, il a fait l'annonce. Il a fait l'annonce et quelques temps après, vous avez vu tout ce qu'on a connu et puis par après, il n'en parle plus. Vous voyez?
Donc, c'est ça le problème que nous avons. Donc, Jean-Paul l'a dit tantôt, il faudrait qu'on puisse trouver une solution une fois pour de bon pour les problèmes politiques que nous avons. Et puis, le reste, ça va de soi, à mon humble avis. Donc, il faut attendre qu'on règle le problème politique avant d'avancer dans le pays. C'est pour cela que le chef de l'État doit s'impliquer davantage. Sinon, tout ce qu'on nous présente, tous ces projets-là, c'est bien beau. Sur papier, c'est bien beau. Et puis, le problème que nous avons, c'est que il y a trop de copier-coller dans notre pays. Les projets, les programmes qu'on initie dans notre pays, c'est-à-dire que la plupart du temps, ne s'adaptent pas à nos réalités. Ce qui fait que quand on se met à les dérouler, sur le terrain, ce n'est pas ça. Ça passe difficilement. Donc, le chef de l'État doit être conscient que tout ce qui a été initié pour occuper les jeunes, pour leur donner du travail, que aujourd'hui c'est un échec. Donc, on doit repenser cette politique d'emploi-là pour que les jeunes ne soient plus désœuvrés. Aujourd'hui, on a la crise politique. Les gens sont versés dans la rue. C'est parce qu'ils ne trouvent pas à manger. C'est parce qu'ils sont sans emploi. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. C'est parce que ils ne sont pas bien éduqués. Vous voyez, les élèves tout au long au cours de 9 mois, ils sont là au moins 5 ou 6 mois à être en grève. Vous voyez, donc il y a ce problème-là. Et puis quand les jeunes, vous voyez, cette question de volontariat, je crois que il y a déjà une solution à ça. C'est les stages, à mon humble avis. Parce que cette histoire de volontariat là, en quelque sorte, oui, j'en viens, en quelque sorte, c'est des stages. Oui. Vous voyez, c'est des stages. Donc, les milliards investis dans ce projet-là, je l'ai dit tantôt, on peut les réorienter peut-être dans l'agriculture. D'ailleurs, nous avons connu des projets, des programmes intéressants en matière d'agriculture, mais aujourd'hui, les résultats, on les cherche, on ne les voit pas. Donc, il faudrait qu'il y ait un suivi, il faudrait que... Je crois que c'est un problème aussi de management. Vous voyez, parce que, oui, ceux qu'on met au devant des projets, ces gens-là, à mon humble avis, la plupart sont disqualifiés. Il faudrait que prochainement, quand il y a de ces projets-là, il y ait un véritable casting pour que ceux qui sont... mais malheureusement, c'est pas les gens qui sont qualifiés. Oui. Merci beaucoup, Thierry. Il y a un auditeur qui nous dit que vous parlez de formation professionnelle. Moi, par exemple, j'ai un bac F depuis 2013. Faute de moyens, je n'ai pas pu continuer l'enseignement supérieur qui est trop cher alors que... Comment? C'est fermé. Je ne crois pas que ça existe encore. Alors que l'INSI prend que 20 étudiants par filière. Ça déplorable dit l'auditeur. Mais ça nous amène à évoquer maintenant le doing business. Puisqu'il n'y a pas longtemps, la Banque mondiale a communiqué sur son rapport et le Togo semble être un très bon élève. En tout cas, on a assaini le climat des affaires. Alors, on se pose la question, qui sont ceux-là qui vont investir? Les Togolais ont la facilité d'investir ou c'est plutôt les yeux d'où fait donc à l'investissement extérieur? Non, je crois que c'est à la cellule de... En tout cas, la cellule est mieux placée pour répondre à cette question. Mais avant d'aller donc à votre question, j'aimerais quand même revenir sur... je voulais qu'on avance oui, bien sûr. Mais moi, je ne disais pas que les autorités s'en fichent royalement donc, de la question de l'emploi. Non. Je dis que les politiques et les interventions ne sont pas efficaces on ne voit pas leur impact réel sur le taux, ou bien voilà, sur la diminution du taux de chômage dans nos pays en général et au Togo en particulier. Et d'ailleurs, il y a un auditeur qui vous interpelle sur le sujet, si vous permettez. Il dit, vous devez éviter, Olivier, vous particulièrement, de généraliser lorsqu'on pose une question précise. Simple réforme de l'éducation annoncée par le chef de l'État, il n'a jamais vu le jour. 50 ans d'essayage par le RPT uni, c'est dommage pour nous. Oui, mais en réalité, le monde est un monde général. C'est-à-dire, nous nous inspirons beaucoup des autres. C'est d'ailleurs le meilleur artisan. Absolument. Donc, si nous allons seulement regarder donc ce que nous faisons, nous risquons de ne pas réussir notre... On prend toujours des exemples. Et
je dis bien qu'au Togo, il y a des politiques d'emploi, mais qui, à mon avis, ne sont pas efficaces, qui ne répondent pas à la demande donc, de nos jeunes. Et chaque année, on crée des milliers de diplômés. Ils sortent de nos écoles, mais combien parmi eux ont des emplois? Combien parmi eux ont des opportunités? C'est peut-être 10% si j'exagère trop. Mais le reste, ils deviennent quoi? Ça, il faut répondre à cette question. C'est un danger? Oui, c'est un danger parce que c'est un vivier qui est, comment dire là, bouillant et mouvant. Et qui peut, la dernière fois je l'ai dit, qui transforme leur mécontentement en revendication politique. Il y a un confrère qui parle toutefois que ce sont des terroristes potentiels. C'est-à-dire que, comme on les voit dans la rue, ils sont mécontents et ils l'expriment. Absolument. De toutes les façons, en tant qu'humain, on a besoin toujours d'exprimer nos frustrations, d'une manière ou d'une autre. Soit si on nous, si on l'interdit de l'exprimer publiquement, on l'exprimera par exemple à la maison en tapant sur nos femmes et nos enfants. C'est que, non, excusez-moi, ce qui n'est pas conseillé, mais c'est un exemple que je donne, il y a des gens qui le font. Un exutoire. Un exutoire. Voilà. Donc, il y a des gens qui le font d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut quand même qu'on s'attaque vraiment à ce problème-là. Mais il y a Thierry qui a touché un point essentiel de mon intervention, c'est que nos États ont un problème. À chaque fois qu'on veut s'attaquer à une question cruciale, il y a des troupes politiques, des questions, d'autres questions qui viennent remettre en question de l'essentiel. Oui, bien sûr. Il y a un cap. Vous croyez que le 19 août, ce qui s'est passé ne va pas dévier un état de l'essentiel? Bien avant le 19 il y avait le problème de chômage. Non. Je ne dis pas que bien avant il n'y a pas non, c'est un exemple qu'il a donné et je reprends à cet exemple-là, par un exemple. D'accord? Je ne dis pas que c'est ça qui a fait que le chômage, la question du chômage n'est pas réglée. Mais quand il y a des soulèvements et des trucs comme ça, aucun État ne peut même pas construire une seule latrine lorsque il y a ce projet-là. On va laisser. Absolument, ça c'est évident. Maintenant la question du chercher d'abord sécuriser le pouvoir avant de... Non, pas forcément sécuriser le pouvoir, mais apaiser le pays, parce que dans un pays où il y a des troubles, on ne peut rien faire. La paix, c'est la valeur essentielle à toute construction. Maintenant, la question du Dream Vision, je vais terminer peut-être en deux minutes sur cela, c'est que c'est c'est une mesure donc internationale universelle aujourd'hui. Il y a la cellule du business, le comité du business existe non pas du climat des affaires, mais c'est l'équipe même qui mesure ces pays et prend en compte, je crois, plus de 190 pays au monde, dont le Togo ne fait pas exception à cette règle-là. Le Togo fait partie donc des pays qui sont mesurés, qui répondent à des critères. Maintenant, nous avons en plus des critères, il faut le dire, et il faut en être fier en tant que Togolais d'abord, et peut-être ceux qui sont au pouvoir doivent être encore plus fiers parce que c'est certainement leur travail qui détermine ce classement. Maintenant, je comprends aussi ceux qui sont détracteurs du pouvoir ne seront pas contents parce que on va se dire, c'est que... Dans le fond, excusez-moi Olivier, est-ce que dans le fond c'est une affaire d'être détracteur du pouvoir pour apprécier ou ne pas apprécier ce rapport du business? Le principe, non, mais la réalité c'est oui. Le principe c'est non, mais la réalité que nous constatons c'est oui, je vous réponds. Oui, parce que les gens ne sont pas contents, tout simplement parce qu'on dit que voilà, ça va montrer que les choses vont bien au Togo. D'accord, alors le confrère Fatem ce matin a été clair, au-delà même du satisfait, ce qu'on est en train de voir depuis quelques jours, est-ce qu'il n'y a pas des réalités qui sont sur le terrain qu'on n'évoque pas très souvent sur ce sujet? Le climat des affaires, eh bien, l'environnement a été assaini, vous pouvez créer votre entreprise en 24 heures. Alors, ceux qu'on prend comme des gros étranglements sont presque annihilés. Mais qui est-ce qui vont prospérer là-dessus? C'est vous? Non, ce qui est sûr, c'est que... Permettez que le juge pose des questions, amener les procureurs et les avocats à réagir. Oui, ce qui est sûr, c'est que quand je quitte le studio à l'instant et que je me dis non, bon, j'ai une idée, je vais créer mon entreprise, demain je viendrai te montrer mon entreprise créée sur le papier que non, ça y est. Oui, bien sûr. Mais on en a créé plein. Mais sur la réalité des faits sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Le spectacle est tout triste.
Mais c'est ton entreprise qui ne viendra pas la faire prospérer à ta main. Mais il y a des incidents qui viennent casser la dynamique dont je suis porteur. Il y a tout. C'est un goulot d'étranglement. Quand à peine vous ouvrez votre truc, vous ne faites même pas, vous n'avez même pas de bilan, et qu'on vient vous dire que non, vous allez payer. Je ne suis pas en train de demander aux gens d'être des inciviques en matière fiscale, mais quand à peine vous ouvrez votre truc et 2-3 jours après, parce que vous avez fait un bon panneau indiquant que vous avez créé, que vous voyez les agents de l'OTR se pointer à votre nez, alors que vous n'avez même pas de bilan à présenter. Vous voyez comment est-ce que ça... L'essentiel, si cette histoire de doing business, les 19 points gagnés ou bien 19 places gagnées par le Togo, si ça peut consoler certains, bon, nous on peut que les accompagner. Comment consoler? Ah non, mais vous voyez tout le tintamarre qui se fait autour. Et la question que le confrère Fraternité s'est posée, c'est une question que j'estime quand même sensée, quand même bien. Les réalités sont où? Est-ce que les 19 places gagnées, si on se met à évaluer les trucs, la réalité sur le terrain, qu'est-ce que ça donnerait? C'est ça. Si ça peut consoler, si on peut en faire tout un bruit autour, que nous avons gagné 19 places, multiplier les conférences de presse, tout ça là, si ça peut soulager certaines consciences, bon, là, je peux pas leur dire. Un auditeur, Doing Business s'est basé sur les informations reçues chez les autorités publiques et non dans le domaine privé. Non, c'est faux. Alors, il a une fausse information. D'accord, très bien. Jean-Paul. Non, moi, je pense que c'est un débat dérisoire. On est sur le terrain politique et c'est normal. Vous disiez tout à l'heure que on ne doit pas essayer, qu'on doit réussir et tout ça, et qu'un gouvernement est là parce qu'on attend de lui des résultats. Et donc, lorsqu'il y a des résultats positifs, c'est tout à fait normal qu'il s'englose, qu'il pavoise. Tous les gouvernements au monde font ça. Il y a pas. Et à l'inverse, c'est normal que Olivier l'a dit, tous les détracteurs, tous ceux qui pensent que oui, tout va mal dans le pays, c'est normal qu'ils disent que ça sert à rien, que tout ça c'est de la poudre aux yeux, parce que ce qu'on dit pas aussi, c'est que si on avait dit que le Togo avait reculé de 19 places, les mêmes qui disent que ce classement sert à rien viendront ici dire que voilà preuve vivante que ceux qui sont là foutent rien. Donc c'est le débat politique, on peut pas y échapper. Mais pour moi là n'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est que aujourd'hui, on l'a dit, on a parlé de la question des emplois, on a parlé de l'importance qu'on ait des opérateurs économiques qui investissent dans le pays, créent des richesses et donc de l'emploi, ont une bonne image sur le climat des affaires. Parce que, vous le savez très bien, quand on veut investir, l'important aussi c'est l'impression que vous avez. Vous vous dites, est-ce que si je mets 1 franc dans ce pays-là, est-ce que j'ai des chances que ce 1 franc devienne 2? Si vous vous renseignez, si vous avez l'impression que ça ne peut pas prospérer, vous ne mettez pas. Donc, c'est bon pour l'image du Togo en matière des affaires. C'est là qu'on pose la question, à qui est-ce qu'on s'adresse? Oui, j'en viens. Mais à tout le monde, à toi, à moi et aux étrangers. Quand on dit on a raccourci le délai de création des emplois, mais vous pensez que c'est forcément à Bolloré? Non, c'est à toi et moi. Moi, je vais prendre mon exemple. En 2007, quand on créait Focus Info, il fallait plusieurs mois pour avoir la carte opérative et il fallait plusieurs administrations, vous signez papier, là on envoie ici. Aujourd'hui, vous avez un guichet, en une journée, vous avez tout ça. Donc, ce n'est pas forcément au grand groupe. Quand on fait des réformes, ce n'est pas forcément, il ne faut pas voir toujours les choses en noir ou considérer que c'est pour les... Non, vous avez des milliers de Togolais, de jeunes Togolais, d'ailleurs, on parlait de l'auto-emploi, qui sont intéressés par ce genre de choses. Créer rapidement son emploi. Aux États-Unis, je crois que ça a inspiré beaucoup de pays au monde. En une journée, en une heure, vous avez votre entreprise. En plus, au-delà de la carte d'opérateur, aujourd'hui, le capital minimum, quand vous vouliez créer une SAR là, à l'époque, vous deviez avoir 1 million. Aujourd'hui, on a diminué tout ça. Et ça crée un climat favorable à la création d'entreprises. Parce que, encore une fois, c'est les entreprises qui créent les richesses. C'est les entreprises qui créent les emplois. Si vous n'en avez pas de prospères, vous ne pouvez régler aucun problème. Quand on aura dit ça, Jean-Paul Agbo, quand on aura parlé de l'environnement qui est assaini aujourd'hui, et que sur le terrain, les difficultés demeurent, les entreprises qui ont du mal quand même à résister au vent. Mon cher Eric, est-ce que ça aussi, c'est pas un problème à favoriser un climat
des affaires meilleures qu'avant, ça ne suffit pas à rendre les entreprises prospères. Ce n'est qu'une mesure parmi toutes les mesures qu'il faut mettre en place pour que les entreprises soient prospères. Personne n'a dit qu'une fois qu'on a dit que le climat des affaires, on a gagné 19 places, eh bien, dis donc, les entreprises ont dit non. On favorise la création. Mais après, il y a d'autres mesures sur le plan fiscal, sur le plan douanier, il y a des incitations, il y a plein de choses. La question de la justice, la question de l'arbitrage, il y a tout un pan de réformes à mener. Mais en concert avec l'amélioration du climat des affaires. Donc, on ne doit pas se contenter de gagner 19 places. On doit créer les conditions pour que ces entreprises soient prospères. Mais je ne suis pas d'accord avec Chakala. Parce que, en fait, quand vous créez votre entreprise, ce n'est pas à l'État de venir la faire fonctionner ou de la faire prospérer. L'État crée les conditions, crée un climat qui doit être favorable aux entreprises. C'est ce qui est en train d'être fait. Peut-être pas suffisamment, mais si les entreprises ferment, c'est pas qu'au Togo que les entreprises ferment. Je pense que le taux de réussite des entreprises dans le monde, en tout cas les statistiques, notamment en France, dans la sous-région, sont connues. Les entreprises ferment majoritairement. Les entreprises qui n'arrivent pas à dépasser 2-3 ans sont majoritaires par rapport à ça. Parce que créer une entreprise et être chef d'entreprise, la faire prospérer, ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Mais vous voulez réagir par rapport à on ne sollicite pas une quelconque faveur. Mais moi, je veux parler de la pression fiscale, c'est tout. Parce que quand on commence, il faudrait quand même qu'on ait un bilan qui nous impose quand même quelque chose à verser par rapport à la fiscalité. Mais quand aussitôt le truc créé, et la petite... À l'OTR, on se défend, on dit on ne fait jamais ça. Non, mais vous savez, ils se dédouanent de la sorte, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Hein, la petite coiffeuse qui à peine ouvre et puis elle ne fait pas 3 mois d'activité, on vient, on se pointe là-bas avec quelque chose. Il y a pas plus tard que le week-end, il y a quelqu'un qui est venu chez moi tout paniqué, disant que non, lui là, un petit truc qu'il vient à peine d'ouvrir, il vend des chaussures et on vient lui donner plein de fiches à remplir, que lui ne comprend rien. Je dis, mais il n'a qu'à aller s'adresser à l'OTR. Donc c'est ça. Ça devient l'épouvantail l'OTR. Au lieu, bon, il y a quand même des mesures incitatives à prendre, mais si on pouvait aller aussi dans ce demande, ça renforcerait leurs 19 places acquises. Non, je suis d'accord sur la question de la pression fiscale, elle est importante. On va continuer par en parler tout à l'heure après la pause publicitaire. Retour en studio pour la dernière partie avec Chakala Alirou, Olivier Adja, Jean-Paul Agbo a relaté Thierry Afanokwe. Avant de les retrouver pour la poursuite du débat, la liaison avec la rédaction de Taxi FM est établie. Allô Jean-Marie? Oui, bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi, midi tout à l'heure à 12h45. Quel est le menu? Très bien, aujourd'hui, 7 novembre, journée internationale de l'EPV africain, une journée célébrée sur la thématique littérature, démocratie et pouvoir. À midi, les occupations des 14 jours des renforcements des capacités de l'ANAC Togo sur le système de surveillance des informations de sécurité et de cette initiative de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Également retenu en titre la 17e revue nationale de mise en œuvre des réformes dans les différents départements ministériels et institutions, qui Baba nous en parle. Enfin, les journalistes africains mutualisent leurs énergies autour des idéaux de paix, de non-violence électorale et du vivre ensemble, les activités du réseau lancées mardi à Lomé. Voilà pour l'essentiel en titre. Merci beaucoup Jean-Marie, on me retrouve tout à l'heure à 12h45 pour le développement de tous ces titres-là. Retour en studio avec les confrères pour dire que les auditeurs prendront aussi la parole tout à l'heure dans une quinzaine de minutes. Ce sera sur les 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Pendant ce temps, vous pouvez continuer par nous envoyer vos messages WhatsApp sur le 90 71 49 62. Du business, Thierry Afanokwe. Oui, du business, tout le monde l'a dit, le Togo a fait des merveilles. Oui, il faut le reconnaître. J'en parle parce que je me souviens, il y a quelques années, quand Guillaume Kodjo veut parler de la gouvernance de Fagnan Sigbe, il se référait à ce classement.
aujourd'hui si des réformes ont été engagées et ça nous a permis d'être bien positionnés dans ce classement. C'est à féliciter. Sauf que c'est des données macroéconomiques. Les Togolais ne ressentent pas. Ne rien en réalité, c'est ça? Oui, non, c'est pas ça. Les Togolais, ça ne se reflète pas dans le panier de la ménagère, et c'est là où les Togolais attendent plus le gouvernement. Il faut dire que le climat est assaini pour les investissements. Quand on parle d'investissement, nous avons toujours nos regards tournés vers l'extérieur, mais je crois qu'il y a des gens dans ce pays qui sont en mesure d'investir, de créer des entreprises et de créer de l'emploi, mais malheureusement ils ne le font pas. Je ne sais pas si le gouvernement doit travailler sur cet aspect-là pour permettre aux nationaux d'investir davantage dans le pays pour créer de l'emploi. On ne le fait pas aussi, je peux comprendre le gouvernement parce que vous savez que nous sommes dans un régime qui fait tout pour conserver le pouvoir. Peut-être qu'on craint, si on laisse la voie libre à ces nationaux-là de devenir des puissants financièrement parlant, du jour au lendemain, on peut prendre le pouvoir, parce que vous avez vu que depuis un certain temps, c'est les hommes d'affaires qui sont en vogue, c'est eux qui deviennent des présidents. Le cas du Bénin. Le cas du Bénin, le cas de la Gambie. Donc, il y a lieu que on puisse continuer ces réformes-là, à assainir davantage l'environnement des investissements pour permettre aux investisseurs d'investir. Maintenant, comme Jean-Paul l'a dit, il faut créer toutes les conditions pour accompagner ces entreprises-là pour que elles puissent prospérer. Je crois qu'il y a l'aspect justice. Le gouvernement récemment en Conseil des ministres parle de ce qu'on va créer des tribunaux commerciaux. Je crois que c'est tout ça là, ça va faciliter les choses pour que les gens Il y a déjà l'OADA qui a quand même un cadre où quand même mais propre au Togo, il le faut, parce que notre justice aussi ne favorise pas trop le climat des affaires dans notre pays, parce que quand donc quand vous investissez et que jamais il y a problème, vous saisissez la justice. La plupart du temps, la justice ne dit pas le droit. Ça fait que les gens sont découragés, ils ne veulent plus venir investir dans notre pays. Je crois que le gouvernement est conscient de ce fait-là et veut améliorer les choses. Il y a un auditeur, je voudrais quand même passer quelques messages des auditeurs sur justement le sujet, puisqu'on va passer à la politique tout à l'heure. L'auditeur dit: le problème de volontariat a gâté le marché de l'emploi. Tu vas chercher un emploi avec une licence professionnelle. On propose comme salaire 70 000 francs. Si tu veux parler, on va te dire: tes amis gagnent 60 000 francs avec Provonat. Et de surcroît, le volontariat prend les gens qu'il met dans les structures publiques pour masquer le manque de personnel dans les structures publiques, surtout dans le domaine de la santé, dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit: je connais un pays au monde dont les autorités se foutent de leur population. Et ce pays, vous le connaissez tous sur le plateau, c'est le Togo. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité. C'est son point de vue. Sur le premier message de l'auditeur, je crois que ça lance le débat. Il faudrait qu'on puisse auditer le personnel de l'administration publique pour voir les besoins que nous avons. Parce que, comme l'a dit Chakala, il y a des postes qui sont vacants. Il faudrait qu'on puisse trouver des gens pour les occuper. Ça aussi, ça peut aider. À la retraite, moi, je ne parle pas forcément de départ à la retraite, mais il y a des postes vacants qu'on peut occuper facilement. Alors, un autre auditeur qui dit: à quoi servent les services de travaux publics qui sont dans toutes les préfectures, qui ne sont même pas sollicités pour réparer les rues et les routes dégradées, et ce sont des privés et qui n'ont pas des équipements adéquats, qui sont chargés de ces travaux d'entretien. Il dit: comment cela se fait-il que malgré les services de garage central, ce sont des ateliers de garagistes installés au bord des routes qui réparent les véhicules de l'administration, quand dans le même temps, le parc de ce service sert
à cultiver le maïs et le manioc. Les lycées techniques pouvaient servir à former ces mécaniciens, tauliers et élections pour entretenir donc ces véhicules administratifs dans ce service-là. Oui, non, par rapport au garage, par rapport au garage central, vous comprenez, je maîtrise un peu bien le circuit parce que non, mais quand on sort ces véhicules-là pour les réparer, vous comprenez un peu le problème de la surfacturation. C'est tout. Non, j'ai fait un dossier là-dessus et j'ai reçu plein d'appels. Et je sais ce que ça. Sinon, il y a des gens qui sont compétents, qui à longueur de journée jouent au aller ou bien au ludo, ils font rien. Ces gens, de toute façon, ils peuvent travailler sur les voitures du garage central. Mais on estime qu'il faut les sortir en dehors du parc auto du garage central pour que le phénomène de surfacturation... Il y a aussi le problème du service public chez nous au Togo. Est-ce que ça fonctionne le service public? Il y a des plaintes. Hier, on en a parlé avec les confrères ici, on a vu la réaction des auditeurs également. Vous allez dans le service public, on vous reçoit à peine. On ne vous reçoit pas très bien, vous voulez quelque chose, le secrétaire s'occupe à regarder de la télévision avec le feuilleton, Novela TV, il y a le WhatsApp et tout ça. Est-ce que ça nous pose notre problème, Olivier? Non, je crois que... Le service public chez nous au Togo. Chez nous au Togo, comme en Afrique, je généralise encore, et le service public est à désirer? Non, est-ce que c'est à désirer? Ça n'existe même pas, comme je l'ai dit toujours. C'est que, vous savez, et excusez-moi, mais nos États, on n'est pas encore organisés. C'est-à-dire... Mais ça, c'est un scandale. Non, c'est vrai. Ce n'est pas une question de scandale, mais c'est ce que nous observons. Qu'un État ne soit pas organisé, mais c'est un vrai scandale. Nos États ne sont pas organisés. Et nous avons copié les exemples, voilà, dans le modèle occidental. Et c'est un modèle que nous appliquons si mal que les Occidentaux même s'énervent. Parce que oui, on copie très mal donc ces exemples-là, si bien que nous donnons des noms pompeux à des choses réellement qui n'existent pas. Excusez-moi, sur le social, il faut quand même attaquer la question et nous devons tout reconstruire. Parce que le service public, c'est quoi le service public dans nos pays? Est-ce que moi, toi et moi, lorsque nous allons pour faire une prestation là où on appelle le service public, est-ce que nous sommes satisfaits? Ou du moins nous sommes même satisfaits à moitié? Non. Parfois, c'est que on vous dit tout simplement que ça ne fonctionne pas. Et la responsabilité, en réalité, c'est on vous pointe du doigt que c'est vous le responsable. On a vu des gens qui voulaient des duplicateurs de leur acte de naissance. L'administration a perdu ces duplications, mais l'administration leur demande d'aller se débrouiller. C'est-à-dire, c'est eux les responsables. Donc, vous comprenez, c'est scandaleux. Et il faut s'attaquer à ces questions, mais c'est si profond que moi, parfois, quand je vois le travail qui nous reste à faire, je me mets à pleurer, intérieurement, bien sûr. C'est difficile, je fais mon latin. Oui, le service public. En guillemets, excusez-moi le terme, c'est un foutoir. Le service n'est public que de nom. Vous l'avez dit, l'accueil est quasiment inexistant, sinon insultant. On a l'impression que la plupart du temps, ceux qui viennent y travailler, ils viennent en marchant reculons, c'est-à-dire qu'ils ne se lèvent pas le matin. Oui, il y a de ça, mais je suis désolé, c'est un service public, personne n'oblige quelqu'un à aller travailler là-bas. L'avantage, lorsqu'on est dans l'administration, c'est qu'a priori, c'est qu'on a la garantie de l'emploi. Donc on vous embauche, vous travaillez jusqu'à la retraite. Alors que quand vous êtes dans le secteur privé, on peut dire que bon, compression ou licenciement ou faillite même de l'entreprise. Alors que lorsque vous êtes dans le service public, dans l'administration, au moins vous avez la garantie. Mais simplement comparativement au secteur privé, pour ceux qui ont un vrai emploi dans le secteur privé, je ne parle pas des emplois informels, c'est que vous gagnez moins. Donc c'est un choix de vie.
Alors, on me répondra que oui, parce qu'on n'a pas trop le choix, donc mais lorsque vous n'avez pas trop le choix, vous vous engagez, faites preuve quand même d'un minimum de professionnel. Vous avez relevé les choses. Et lorsque ça se passe dans les administrations, j'allais dire, entre guillemets, administratives, là où vous allez faire des papiers, etc., encore, je dirais que c'est pas encore très grave. Mais lorsque vous allez dans les centres de santé, où ceux qui doivent s'occuper des malades sont en train de faire au hasard de regarder le Novela TV, mais c'est proprement scandaleux. Donc ça, c'est des réformes, des mesures à prendre pour rendre le service vraiment accessible. Mais on a écouté des rhétoriques selon lesquelles c'est quand il y a comment on dit ça, de clientélisme, de mainfrérisme qu'on assiste à ça. Il n'y a pas que ça. Il y a ça. C'est une réalité, mais c'est un tout. Mais encore une fois, il ne faut pas toujours voir les problèmes à l'aune d'un certain nombre de considérations, y compris politiques. Parce que comme l'a dit Olivier, c'est un peu partout comme ça. Il y a un problème de démotivation. Il y a un problème de motivation plutôt. Et il y a un problème aussi, il faut le dire, de compétences. Beaucoup se retrouvent là-bas par accident et par relation. Oui, donc, ils n'ont aucune compétence à être là-bas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous proposent comme service? Donc, il y va de la responsabilité de ça. Comme dit Olivier, on a du boulot dans ce pays. Encore une fois, lorsque tout notre débat et toute notre énergie ne tourne qu'autour de la question institutionnelle, bon, je veux dire que... Il y a un auditeur qui nous a fait observer l'autre fois que vous avez de l'argent, vous allez voir quelqu'un pour lui donner l'argent pour qu'il vous le garde. Il veut parler de la banque. Et quand le lendemain vous y allez pour avoir votre argent, on vous fait attendre pendant des heures et des heures. Il y a 6 guichets, il n'y a qu'un seul qui travaille. C'est un grand problème aussi. Mais service public. Service public, non. Et le seul qui travaille, il vous dit qu'il y a un problème de connexion. Non, service public, tout commence déjà par le sommet. Quand on voit un ministère s'étendre sur 3 pages, la dénomination même du ministère, sur 3 pages, ministère de tant, ça ne finit pas. Mais ça est vrai, celui-là même qui va gérer ce ministère. Non, on n'a qu'à faire bref. En tant que ministère de l'Intérieur, on sait ce que ça englobe. Maintenant, depuis quelque temps, c'est toute une page, hein. Il faut avoir du souffle avant de décliner. Non, le problème est à ce niveau aussi. On fait bref. Et donc, un ministre qui n'arrive même pas à délimiter ses compétences, un ministère, tel ministère se trouve imbriqué dans tel autre ministère par rapport aux choses. Non, ce n'est pas de nature aussi à permettre quand même que les ministres se donnent le meilleur d'eux. Quand tu veux faire ci et que tel ministre dit, vous êtes en train de piétiner sur mes prérogatives et tout ça là-dedans, il va falloir que nous fassions bref. C'est pas parce que tel est ami, on a fait des promesses à tel autre qu'il faut vraiment créer des ministères qui ne s'imposent pas. Un mot là-dessus, service public. Vous voyez les sapeurs-pompiers, quand il y a accident des fois, et ils arrivent finalement à prendre le blessé, qui gicle peut-être dans le sang et tout, et quand ils veulent se rendre au CHU, ils font tout un boucan, tout ce qui est de leur pouvoir pour se frayer un chemin et arriver au CHU. On arrive, on fait sortir le blessé. Eux là, ils se sont gênés pour sauver la vie à cet accidenté là. Tout faire pour l'amener à temps à l'hôpital pour qu'on puisse s'occuper de lui. Voilà, le blessé arrive, on le dépose. On cherche on cherche les infirmiers et autres, on ne les trouve pas. Soit ils sont là, ils voient la personne, mais ils ne se gênent pas. Vous voyez, ça ne fait pas sérieux. Il faudrait qu'on puisse changer sérieusement. Monsieur, est-ce que ce pays est bien gouverné économiquement? Allô? Oui. Non, économiquement, ce pays, est-ce qu'il est
bien gouvernement, on aurait souhaité qu'il soit un peu plus mieux gouverné. Quand les ministres versent sur instructions personnelles, non, on ne les a pas appelés là-bas pour des instructions personnelles. C'est par rapport à certaines compétences reconnues en eux qu'ils ont été peut-être pris pour gérer certains ministères. Mais toutes les fois, ça devient redondant que, bon, quand on veut faire ci, c'est sur instruction, on veut qu'eux aussi déclinent ce qu'ils ont appris et que cela leur a valu le poste qu'ils occupent. Donc, le chef de l'État, lui, il est au sommet. Il attend des résultats Mais quand ils viennent par rapport à ce qu'ils ont comme bagage intellectuel pour dérouler, mais quand tout le temps ils viennent sur instruction personnelle, ça ne fait pas sérieux. Et d'ailleurs, les programmes, les choses, aujourd'hui on ne devrait même pas parler d'un seul chemin. Mais la gouvernance économique a fait que tous ces projets qui sont porteurs ont été noyés comme ça à cause de l'indélicatesse de ceux qui sont censés les mettre en œuvre. Sinon, vous faites des programmes et certains étudiants acceptent de vous accompagner. Et à un moment, à mi-parcours de choses, il reste une cagnotte quand même conséquente et vous êtes obligé de ramener ça parce que vous n'avez pas consommé ça. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Les ministres qui se comportent comme ça, on devrait les limoger, mais on ne le fait pas. On s'accommode avec et finalement, le seul comptable devant le peuple prend tous les coups et bon, peut-être que lui aussi, il n'en a pas encore suffisamment pris et il continue toujours par user de la carotte au lieu du bâton. Est-ce que tout va bien dans ce pays économiquement parlant, Jean-Paul? Non, on ne peut pas dire que tout va bien. Je vais reprendre l'expression préférée de Olivier en énervant quelques auditeurs. Non, comme dans tous les pays du monde. Non, on ne peut pas dire. Il y a des choses, vous savez, moi je préfère dire, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont mal. Je ne dirai jamais que tout va bien et je ne dirai jamais non plus que tout va mal. Il y a des choses qui vont bien. On en a cité quelques-unes, l'amélioration du climat des affaires. Il y a des choses, on en a parlé la dernière fois, qui ont été faites en faveur des enseignants, en faveur d'autres couches sociaux, professionnelles, etc. Il y a une volonté, quand même, de faire au Togo un saut qualitatif en matière économique. Tout n'est pas une réussite. Il y a des problèmes qui ont été soulevés par Tchakala qui sont une réalité. Parce que quand un chef d'État est en haut, donne l'impulsion, après, il faut que son équipe arrive à mettre en œuvre cette impulsion-là. Et ne pas se contenter d'annoncer chaque fois que sous l'impulsion du chef d'État. Non, ils doivent avoir leurs responsabilités. Quand vous occupez un poste ministériel, il vous appartient d'assumer ce poste et de mettre en œuvre. On ne les engage pas en réalité. Non, justement, c'est ça l'un des problèmes dans notre pays. Un ministre a qui s'inscrit dans le grand projet du gouvernement, mais il a lui-même ses propres projets qui s'inscrivent et dont il assume la responsabilité et la paternité. Et donc, lorsque ce n'est pas le cas, il appartient au chef d'équipe aussi de prendre ses responsabilités et de les mettre sur le banc ou carrément dans les vestiaires. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Olivier, en une minute. Non, mon confrère l'a si bien dit, c'est-à-dire... Est-ce que le Togo se porte mieux économiquement? Oui. Non, je ne crois pas que le Togo se porte mieux économiquement aujourd'hui qu'hier, qu'avant-hier. C'est-à-dire, l'économie, c'est une construction de longue haleine. Et l'économie, elle n'aime pas le bruit, elle n'aime pas les crises. Donc, lorsqu'on va de crise en crise, ne demandez pas si notre économie se porte bien. Posez la question aux opérateurs économiques qui sont rassemblés à la Chambre du commerce, ils vous diront que l'économie ne se porte pas bien. Mais derrière, on sent aussi des efforts au niveau du gouvernement qui veut aider donc les opérateurs économiques, qui veut donc un décollage économique de notre pays. Mais le chantier est vaste et les ennemis sont nombreux. Donc ça fait que c'est devenu un travail décisif. Vous êtes sérieux quand vous parlez de l'ennemi? J'ai dit que les adversaires sont très nombreux et le chantier est vaste. D'accord. Thierry a fait nos coups. Non, dans une minute, on va commencer par recevoir les auditeurs. Notre économie est en difficulté parce que aujourd'hui, tous les Togolais que vous rencontrez vous le diront que ça ne va pas.
Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça puisse changer. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui au Togo sur le plan économique n'est pas propre à notre pays. C'est général partout dans le monde. Les choses ne vont pas bien, mais on peut mieux faire. Il y a cet auditeur de nous dire pourquoi en administration les hommes échouent, mais les religieuses catholiques s'en sortent mieux. Donc lui, oui, dans l'enseignement par exemple, ou même dans la gestion, vous savez, là, partout où elles sont, ça marche visiblement. Elles ont la crainte de Dieu. Les autres n'ont pas la crainte de Dieu. On va maintenant recevoir les auditeurs. Monsieur, vous mettez vos casques. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. C'est monsieur? Commis. Monsieur, bonjour, nous vous écoutons. Aux confrères qui sont sur le plateau. Oui, bonjour. Je veux revenir sur cette affaire de 2019 là. Oui. Je pense que vous êtes tous des patrons de presse. Et si vraiment on peut faire une petite expérience, vous allez lancer un appel à candidature. Chacun dans son truc là, son département, vous allez voir combien de jeunes qui vont postuler à ce poste. Je pense sincèrement que c'est de la poudre aux yeux. C'est très facile de rester dans un bureau, 4 murs fermés, demander des informations, on vous les colle et vous rassemblez ces informations pour aller à l'étranger faire des discours diplomatiques. On va avoir une analyse objective. L'année dernière, je pense que le PR avait lancé un concours. Bien sûr. Et on dit, on veut seulement 200 ou 300 personnes. Vous avez vu combien de personnes se sont inscrites. Et là, on avait même, après un an que le résultat est donné, une liste d'attente. Je ne sais pas comment ils ont ménagé cette liste d'attente-là. Si le 2019 a vraiment fonctionné, ça voudrait dire que le chômeur, par moment, a créé une entreprise. Et ce chômeur-là a engagé d'autres chômeurs. Ça voudrait dire qu'on a réduit les chômeurs. Maintenant, si après tout ça, de manière microéconomique, à chaque niveau, chaque chômeur emploie son frère. Et au niveau macro, on avance de 19 points. Ça veut dire qu'on a absorbé une grande partie des chômeurs. Mais faites une expérience, je dis, vous êtes des patrons de presse. Faites une expérience tout récemment, dans la semaine qui va suivre, pour avoir des appels à candidature, pour voir combien de chômeurs vous aurez dans votre système. Très bien. Bien sûr, d'accord. On a compris l'essentiel. Merci. Les confrères peut-être pourront réagir après sur le sujet. Allô? On a un autre auditeur? Allô? Il y a un qui nous dit l'administration au Togo est une administration de merde. Exemple, une simple secrétaire au campus embête tout le monde, y compris son chef. Prendre un relevé pour passer un concours, c'est la croix et la bannière. L'accueil est pratiquement inexistant. C'est dommage. Ainsi va le Togo. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglou. Comment ça va? Ça va très bien. Nous vous écoutons. Je suis toujours avec notre fameux rapport du business. Avec ces 19 points engrangés, on veut me faire croire. Et ça doit faire sourire le feu de mon quartier. Vous savez, c'est une habitude. Je me rappelle au plus fort de la dictature au temps de Yadema, pendant que le régime était acculé de gauche à droite, on voit défiler les hommes d'affaires. Et je me rappelle du fameux PDG, du général Mouto, qui se proposait de venir installer une usine de fabrication de véhicules au Togo. Et c'est ça qui continue tout le temps. Pourvu que ça répercute, que ça ait des répercussions sur le vécu des Togolais. Comme le disait, je crois, le Premier ministre, disait que cette fois-ci, ça aura une répercussion sociale, pourvu qu'ils nous payent nos allocations de départ à la retraite qui dorment depuis bientôt 10 ans, qu'ils le fassent, parce que ça devient trop. Et ça ressemble un peu fort, puisque tout le monde, les gens disent que ces chiffres qu'on nous donne, ça n'a aucune répercussion, et pourvu que ça satisfasse nos dirigeants. Et ça, quand on nous dit des choses pareilles, le Togolais est content. C'est la consommation locale
ils nous disent pour que nous soyons contents. Et comme dirait l'autre, c'est les parents des jumeaux qui disent que leur enfant est parti chercher du bois. Si vous revenez avec le bois, tant mieux. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Maglou. Merci de nous avoir appelé. Il y a un autre qui nous dit, vous parlez du service public. Allez dans les banques, je l'évoquais tout à l'heure, où nous déposons notre argent. Accueil, zéro. La caissière ou le caissier ne sourit pas. Parfois, ces caissiers même vous grondent alors que vous venez chercher vos propres sous. C'est dommage. Vous avez une carte bancaire. Le week-end, vous faites plus de 5 ou 6 banques sans pouvoir prendre de l'argent. C'est un mauvais service aussi. Mais personne ne dit rien. Personne ne dénonce, même pas les journalistes. Bon, écoutez, ce matin, on en a parlé quand même. Hein. Un autre auditeur. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, la radio Taxi FM. Comment allez-vous, cher monsieur? Oui, et chez vous? Ça va, quel est votre nom? C'est Douti Barka. Monsieur Douti, nous vous écoutons. Oui, je voulais intervenir, je voulais corriger un mot, puisque souvent j'entends les gens dire le mot cadre de Sokodé. Oui, voilà. C'est pour monsieur Douti. C'est pour vous dire que le mot cadre, monsieur Douti, c'est quelqu'un qui veut faire avancer un pays ou une ville. Monsieur Douti, mais les gens comme Agadez, monsieur Douti, est-ce que vous nous écoutez? Écoutez, on ne peut pas le recevoir parce que nous voudrons quand même que nous soyons dans le tempo. Nous avons abordé pas mal de sujets ce matin, en tout cas au moins un qui s'est élargi. Hein. Nous voudrons que vous réagissez par rapport aux sujets sur lesquels les confrères ont réagi. Nous parlerons pour tout à l'heure, vous n'aurez pas l'occasion de vous prononcer là-dessus, mais c'est quand même intéressant que vous réagissez par rapport aux sujets que nous avons abordés. Un autre auditeur, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Adodo. Monsieur Adodo, nous vous écoutons. Ok, j'aimerais aussi aller dans le sens de pour confirmer qu'effectivement, dans certains secteurs, ça ne va pas du tout. Tout comme les prédécesseurs l'ont dit. Dans certaines banques, quand vous rentrez pour votre propre argent, on vous fait attendre. Et malheureusement, parfois, c'est que le directeur ou bien le chargé que vous voulez voir, il est en train de discuter avec un ami dans le bureau. Souvent, vous voyez, il ne se soupçonne pas. Allô? Adodo, allô? On a un souci de communication avec vous, le réseau n'est pas trop bon. Mais là, je pense que c'est bon. Oui, allez-y. Ok, donc quand ils sont insouciants, ils discutent, ils ricanent dans le bureau alors que... Non, la ligne se dégrade. Peut-être que vous allez chercher un meilleur endroit pour nous rappeler, pour évoquer votre sujet. Merci quand même à M. Adodo, merci de nous avoir contactés. Un autre auditeur qui nous dit, sur instruction personnelle du président de la République, ne devrait pas poser problème. Le ministre, quelle que soit sa compétence, est nommé pour mettre en œuvre le programme pour lequel le président est élu. Il est donc normal qu'il agisse sur instruction du président, seul responsable devant le peuple. C'est ce que dit l'auditeur. Un autre, on le prend au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Auré. Monsieur Auré. Oui. Nous vous écoutons. Bon, moi, vraiment, bon, je voulais dire que, bon, si certains journalistes disent que, bon, les dirigeants ne prennent pas en compte la population, c'est ça, c'est vraiment d'accord. Parce que, je veux pas comprendre que, par exemple, d'un côté, va vouloir vendre les ciments à un prix un peu au-dessous et l'État va nous compter à payer un peu plus cher. Nous avons de la peine à vous suivre véritablement, hein, monsieur Auré. Je un peu. Oui, d'accord, très bien. Donc, je comprends bien que, bon, normalement, nos dirigeants doivent payer sur nous. Mais si certaines fois, on pense que, bon, c'est leur poste qui les intéresse. Vous voyez. Très bien. On a compris l'essentiel. Merci quand même, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée, monsieur Auré. Un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Tao. Hein. Monsieur Tao. Ouais. Nous vous écoutons. Je voulais rebondir par rapport au sujet de ce chômage. Allez-y. Ouais, le sujet de chômage. Ouais, je voulais dire que... Allô, vous m'entendez? Monsieur Tao, allez-y, nous vous écoutons. Ok.
Non, je voulais dire que face aux milliers de jeunes versés sur le marché d'emploi chaque année, et face à la rareté des emplois, je crois que nous nous amusons en Afrique plus spécifiquement au Togo. Parce que si vous jetez du regard les nouveaux diplômés qui, les écoles privées et les formations privées, rejettent sur le marché de l'emploi, c'est inquiétant. Bon, je sais que le gouvernement... Ah là là, on a perdu Tao finalement. D'accord. On va encore prendre un autre auditeur. Il y a un d'ailleurs qui nous dit le classement de Doing Business est juste comme un classement FIFA. Alors, n'attendez rien comme répercussion. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Bozambo. Monsieur Bozambo, oui. Nous vous écoutons. Moi, je vais parler par rapport du match Togo-Algérie. Non, mais Bozambo, on n'en a pas fait cas ce matin. Excusez-nous, on peut pas en parler. Okay. Oui, merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. Je vais comprendre le 7e auditeur avant de passer à notre sujet. Allô? Allô? Bonjour, cher confrère. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Je vais bien, c'est Joseph Gada, votre confrère du journal économique développement. Ah, Joseph, très bien, nous nous écoutons. Ah oui, ça fait vraiment plaisir que j'intervienne aussi un petit peu dans votre discussion. Oui. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du climat des affaires, il faut avoir le courage de dire que ce sont les réformes qui sont faites par le gouvernement pour 2019. Ça veut dire que pour le moment, les réformes ne sont pas encore appliquées. Donc, actuellement, la Banque mondiale doit suivre le Togo à pouvoir appliquer ces réformes d'ici 2019. Voilà ce que je voudrais ajouter juste pour donner quelques ingrédients à vos échanges. D'accord, très bien. Merci beaucoup, merci de m'avoir appelé Joseph Gada. On aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Le dernier maintenant, parce qu'on ne considère pas Joseph comme un auditeur. En tout cas, c'est vrai qu'il écoute la radio, mais... Allô? 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 Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Taïrou. Monsieur Taïrou. J'ai une question à poser là. Est-ce que déjà vous pouvez éteindre votre poste récepteur? Vous devez nous écouter dans votre téléphone. Allô? Oui, Taïrou. Je vous écoute. Allez-y, nous vous écoutons. Je voulais dire, bon, les gens parlent du marché de l'emploi, mais si les dirigeants du pays parlent, on n'a jamais vu un sujet qui parle du sujet qui est déposé au niveau de la CEDEAO, qu'il n'y a pas c'est-à-dire il y a le chômage. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça. Vous les journalistes qui nous informez beaucoup de choses, je vous remercie, mais je n'ai jamais vu ce sujet-là. Que l'opinion internationale devait valider ça. D'accord. Merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. C'est vrai que vous avez mis en transe le plateau aussi. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. On veut juste avoir votre avis aussi sur le sujet que nous débattons. C'est toujours intéressant de donner la parole aux auditeurs pour que les dirigeants puissent avoir une idée sur ce que pensent ceux qu'ils dirigent. On va faire le dernier tour de table très rapidement. Oui, je veux m'adresser à M. Kwame qui a parlé du rapport ou du classement du business. Je crois qu'il n'a pas compris ce qu'on a dit. On n'a pas dit que avec ce rapport-là, c'est automatiquement la création d'emplois, parce que il a tout confondu. Je crois Joseph est revenu là-dessus, que les gens comprennent que c'est pas une histoire de création d'emplois. Les banques font de piètres prestations. J'en ai été victime ce matin même à l'UTB de Tochi. On dirait que les caissières n'ont aucune formation professionnelle. Elles sont à la limite très impolies envers les clients. C'est dommage. Ça, c'est une vérité. Tout le monde, toutes les banques maintenant, c'est un petit peu de la merde. Excusez-moi de le dire ainsi. Allez-y, Jean-Paul. Oui, non, de façon ramassée. Oui, je crois que certains auditeurs n'ont pas très bien compris ce qu'est doing business. C'est un indicateur qui permet de mesurer les réformes réalisées dans un pays pour favoriser le climat des affaires. Ça ne veut pas dire qu'une fois que ce classement est publié, ça mesure l'économie dans 90 pays du monde. Le Togo n'est pas le seul pays et on ne peut pas soupçonner la Banque mondiale qui conçoit cette étude. Et contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas le gouvernement qui donne les infos, ils ont des sources indépendantes
j'en ai connu il y a quelques années, je ne veux pas donner leur nom. Donc, faut pas croire qu'une fois que le classement est publié, en fin de journée, tous les Togolais mangeront 3 fois par jour. C'est comme l'indicateur en matière de la liberté de la presse qu'est le classement de RSF, comme le classement en matière de bonne gouvernance de Mo Ibrahim. Ce n'est qu'un indicateur qui dit, comme pour le foot, oui, qui dit que voilà, pour cette période, tel pays a fait des réformes pour améliorer le cadre des affaires. Ça ne veut pas dire que ça crée des emplois de façon directe. Donc il faut que les gens comprennent. De façon ramassée aussi sur la question de Dangote, je crois qu'un auditeur en a parlé aussi. Donc le problème qu'il y a eu avec Dangote, c'est que les cimentiers togolais, qui eux sont obligés de se soumettre au prix fixé par l'État, parce que au Togo, ce n'est pas Simtogo ni Fortia qui fixe les prix, c'est l'État qui fixe les prix. Donc ils sont soumis à la fixation du prix de l'État et soumis à la concurrence de Dangote qui exporte ses produits vers le Togo. Et en revanche, à l'inverse, au Nigeria, l'importation du ciment est interdite. Donc ils considéraient ça comme une concurrence déloyale. C'est cette doping sociale. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est cette précision que je voulais apporter. Je veux qu'on parle, parce qu'on n'a que 3 minutes maintenant pour évoquer la politique. Olivier. Ok, non, mais on peut aller dans la politique. Alors, ils étaient, puisqu'ils sont rentrés hier, ils étaient à Conakry ces derniers jours. Alors, on n'a pas encore les premières informations, même si la presse, sur les sites, il y a quelques bribes d'informations qui est distillée ici et là. Mais est-ce que nous allons pouvoir nous sortir de cette crise politique finalement? C'est le vœu de tout le monde et c'est certainement aussi le vœu des acteurs politiques. Mais je crois que on n'est pas parti pour sortir de l'ornière parce que je vous assure que puisque rien n'est plus clair. Donc l'horizon est bouché, d'accord, et on ne sait pas. Parce que à chaque fois, nous avons des gens qui font des incantations. La CEDEAO va venir faire ci, et des gens qui se frappent sur la poitrine comme des gorilles pour dire que non, voilà. Et puis on fait des annonces qui n'ont jamais eu de suite. On a parlé de la question de l'USC, on a parlé de la reprise du recensement, on a parlé de l'organisation des élections le 20 décembre. Et nous nous attendions à ce que après Conakry qu'on ait des annonces fortes. Mais attendons le communiqué quand même. Oui, mais c'est aussi bizarre que après, donc pratiquement une semaine, on ne donne rien. Ceux qui sont revenus aussi ne disent rien. Et derrière, c'est rentré qu'hier soir. Vous savez, la politique togolaise, toi et moi on la connaît depuis. D'accord? Donc il y a des signes qui ne trompent pas. Il y aura pas de changement. Ce n'est pas une question de changement, mais il n'y aura pas d'évolution peut-être à ce qui se fait Olivier. Actuellement. Pour aller vite, Tchakala Aliro. Non, mais la délocalisation de cette troisième réunion du comité de suivi était d'une importance capitale. Les gens sont allés là-bas, ils ont exposé leur point de vue par rapport à la mise en œuvre de cette feuille de route. Ce qui est clair et net, c'est que cette feuille de route, c'est comme une Bible. Elle est différente de ce que nous avions eu à connaître par le passé, la TG, la CVGR, le HCROM. Ici, c'est une question, on prend les points. Voilà, l'apaisement, qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Voilà, on parle de quelque chose de consensuel, le recensement qui devait se faire de façon... Est-ce que ça a été fait? Donc, je crois qu'on ne va pas aller de spéculation. Notre truc est là, notre modèle à suivre, c'est la feuille de route. Est-ce qu'on est en train de la suivre comme cela a été déroulé? Bon, c'est là tout le problème. Thierry, ils sont partis faire ce qu'ils savent faire, hein, à Conakry. Ils sont partis faire avec Alpha Condé ce qu'ils ont l'habitude de faire avec Nana Akufo-Addo ici au début du dialogue. Tout laisse à croire que ils ne se sont pas entendus, sinon le communiqué sanctionnant. Oui, vous voyez, parce que certains disent même que la délégation gouvernementale est rentrée un peu plus tôt. Finalement, on ne se retrouve pas. Donc, comme Olivier l'a dit, ça craint, ça craint vraiment. Rien de nouveau sous le soleil, Jean-Paul. Rien, non. Je pense que s'il y avait eu une évolution
sensible, substantielle, je crois que on aurait obtenu un communiqué ou quelque chose. On n'en a pas eu, donc ça veut dire que les désaccords se sont confirmés à Conakry et que le statu quo continue. Messieurs, merci beaucoup. On aurait aimé avoir plus de temps pour développer le sujet. D'ailleurs, il y a un auditeur qui nous propose d'ailleurs de faire une émission spéciale rien que pour discuter de la mauvaise prestation des banques chez nous. Avec une carte, ils vous prennent 2000 francs par mois, ce qui fait, il fait le calcul, 24 000 francs par client. Maintenant, multiplier les 24 000 fois le nombre de clients, ça fait beaucoup. Je prends juste ce pan de leur activité alors qu'il y en a beaucoup pour nous à dire. Merci beaucoup. Chakala, Aliro, Olivier, Jean-Paul Abou, Thierry, Afanoukoué. Merci à Emmanuel Afanyambe pour la mise en onde. Appelez-moi un irrigateur. À demain!